Alors, nous avons le plaisir d'accueillir pour la leçon inaugurale, ce qui est une tradition pour les congrès de l'Association française de droit constitutionnel, le professeur Fulco Lanchester, qui a choisi de développer une thématique qui lui est chère. Alors, monsieur, madame, je remercie les collègues Rousseau, Philippe, Cartier, tout le monde, et aussi le Desrosiers, qui est venu à Rome, je me rappelle, à la faculté de Sciences Po, et tous les composants de l'association pour l'honneur de pouvoir parler dans ce lieu. J'ai remis la rédaction écrite, le vaste programme, on a dit. C'est une phrase gaulienne, rappelée par le président de l'Université de Lille, Droit et Santé. Et pour des raisons de temps, j'opérerai les coupes opportunes à ces dernières. Je commence par deux observations qui concernent l'Université de Lille, qui nous accueille, les constitutionnalistes français et européens et le thème principal de l'intervention. Tout d'abord, Lille a été la première université de Joseph Barthélemy, élève de Maurice Horiou et constitutionnaliste maudit à cause de ses liens avec Vichy, alors que Paul Douay, son élève et co-auteur des traités de droit constitutionnel, a été doyen ainsi que professeur de droit constitutionnel dans cette même université. Deuxièmement, il y a 90 ans, l'Association internationale du droit public fut fondée à Paris. Au cours de la session d'octobre 1928, elle tint son premier congrès avec un rapport de Barthélemy sur la crise de la démocratie représentative. Comme vous le savez, les professeurs italiens ne participèrent pas à cette association composée d'illustres experts en droit public européen et américain, Kelsenschmidt, Thomas et des autres. Le président, c'était Geyse. Et en effet, à cette époque, la législature constituante 24-29 approchait de son terme, la législature italienne naturellement. Et elle avait introduit à partir de janvier 1925 les premières réformes incisives du régime fasciste. En Europe, on assistait alors au rollback, au recul, après la première crise de participation démocratique, et peu de temps après, on aurait assisté au début de la Grande Dépression économique ayant des effets dévastateurs par la démocratie libérale européenne. Dans son long rapport, Barthélemy soutenait qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une crise des idéaux, mais également de l'effet du modèle démocratique qui était sorti vainqueur quelques années auparavant, après la Première Guerre mondiale, et qui s'est basé sur le suffrage populaire et la représentation. Les éléments essentiels de la forme d'État démocratique étaient la majorité parlementaire. De nombreux systèmes européens étaient déjà en difficulté, comme le démontraient les rapports inquiets de l'Union interparlementaire et comme le confirmera l'œuvre de Georges Bourdeau quelques années plus tard. Sommes-nous, et c'est la question, aujourd'hui dans une situation semblable? Bien sûr que non. Mais les difficultés et les défis à affronter sont évidentes pour les constitutionnalistes et en général pour les experts du droit public, en droit public. Il ne s'agit en aucun cas de pessimisme concernant le déclin de l'Occident, je rappelle Spengler, même si l'hégémonie européenne appartient aujourd'hui au passé. La Troisième Guerre mondiale par morceaux, décrite par le pape François, affecte en effet les droits européens et influence sans aucun doute l'organisation institutionnelle, les libertés et les droits des citoyens des États membres de l'UE. En France, on propose l'état d'urgence permanente alors que Mme May déclare que ce qu'il passe actuellement est trop en parlant de terrorisme et elle critique les lois sur les droits de l'homme. Les tensions régionales deviennent de plus en plus fortes en Écosse et en Catalogne et on parle de sécession.
On peut définir la démocratie hongroise comme illibérale et qu'en Pologne, on cherche à normaliser le troisième pouvoir. La question n'est pas sans raison et se mêle parfaitement à l'instabilité économique et sociale d'un contexte géopolitique mondial et une déstructuration rapide. La récession économique de 2008 s'est en effet ajoutée au rollback de celle que l'on appelle la troisième vague de démocratisation. En 2015, cette récession a mené Diamond et Plattner, les inspirateurs du Journal of Democracy, néoconservateurs, à se déclarer inquiètes non seulement concernant les processus de démocratisation, mais aussi pour les démocraties consolidées. Il sera donc facile de poursuivre une simple comparaison linéaire entre les deux moments historiques en évoquant les perspectives funestes. Mais ces raisonnements seraient sans aucun doute erronés. Les situations factuelles sont en revanche bien différentes. D'un point de vue conceptuel, la démocratie représentative ne peut pas être superposée à la démocratie pluraliste. D'un point de vue juridique, la démocratie pluraliste se condense dans l'état des droits constitutionnels démocratiques qui ne se base pas uniquement sur le vote populaire, mais aussi sur l'état social, sur une constitution rigide, ainsi que sur le contrôle de cette dernière de la part des tribunaux. Par ailleurs, le concept de démocratie pluraliste aussi risque de sembler historiquement dépassé, aussi bien sur le plan de l'homogénéité de l'élément personnel de base que par rapport à celle de l'allocation autoritaire des valeurs qui caractérise le pouvoir politique. La démocratie ne peut bien sûr pas être interprétée selon la vision de Carl Schmitt comme identité, mais elle a besoin d'un niveau d'homogénéité idéale et matérielle minimal pour fonctionner. Les inégalités croissantes et la pression migratoire provoquent des tensions que la crise économique pousse à l'extrême. De plus, une démocratie a besoin absolu de government pour fournir des réponses et une légitimation. La governance à multiniveau est la conséquence de l'affaiblissement de l'État national qui a surtout caractérisé l'espace européen depuis les années 70 du siècle dernier. Elle risque au contraire d'affaiblir ultérieurement l'application du modèle démocratique. Quand Barthélemy écrivait son rapport en 1928, la nouvelle forme d'État lui semblait donc comme exclusivement représentative. Et le début de cette dernière était donc l'Assemblée parlementaire. Le circuit démocratique était dans sa linéarité condensée au moment de l'expression de la volonté élective et la possibilité d'intervention de la part de la juridiction était impossible ou fortement limitée. C'est justement à cette époque-là que les analyses de Mirkin et Guetzevich et celles plus formelles de Bourdeau certifiaient également de la régression du principe électif d'un côté et du renforcement progressif des exécutifs de l'autre. Le modèle de la démocratie libérale parlementaire basé sur les conséquences du premier conflit mondial et de l'anarchie économique internationale subit à cette époque l'attaque bilatérale, à droite comme à gauche, des nouvelles religions politiques. Et de nombreux constitutionnalistes justifièrent l'avènement des systèmes autoritaires par nécessité de maintenir l'ordre contre l'anarchie. L'œuvre des Cartier, c'est aussi sur ça. Dans les années 30 du siècle passé. Alors, dès les années 60, Robert Dahl
tient au contraire compte de la réalité des démocraties occidentales et ne répondant pas uniquement sur le moment électoral comme l'avait fait Seymour Martin Lipset dans Political Man. Comme fondement de la système démocratique, il avait mis le Dole comme condition sine qua non la liberté et l'autonomie des sous-systèmes, mais il souligna également la nécessité du conflit modéré pour la vivacité d'une société qui ne serait pas sujet à l'entropie. Au début des années 70, Dole évoluait encore dans le domaine des 30 Glorieuses et le recueil dirigé en 1981 en France par Jean-Louis Serin sur la démocratie pluraliste était en réaction à la vague néolibérale de la fin des années 70 qui avait débuté avec le rapport de la trilatérale de 1975, mais aussi avec un memento pour contrer les fuites en avant. Dans les systèmes constitutionnels contemporains, les occasions de conflits concernant la protection sociale et la démocratie représentative sont plus nombreuses par rapport aux occasions de dialogue. Concernant les droits individuels gérés par les tribunaux, les possibilités de confrontation sont au contraire plus nombreuses. Le défi que doivent affronter les démocraties pluralistes en Europe semble donc celui de conserver leur cohérence et le dialogue entre différents niveaux soumis à des garanties qui ne sont pas homogènes. Aujourd'hui, le moment électoral a réduit de son importance, pas en France, je l'admets, mais la France est une autre chose. Certains craignent l'excès électif qui détruirait les décisions prises par les sujets externes à l'environnement national. Les partis, en foi décisif, mais certainement reconnus ni par Barthélemy ni par Bourdeau, se sont liquéfiés et ne transmettent, ne déclinent et ne réduisent plus la question politique, alors que les parlements sont toujours plus passifs. Et les pouvoirs exécutifs, qui ont plus de possibilités, convergent vers la difficulté de fournir des résultats et d'obtenir ainsi une légitimation. Dans une telle situation, le constitutionnaliste doit se référer à l'histoire, comme le suggérait le titre d'un volume d'un constitutionnaliste. Il semble un politologue, mais il est un constitutionnaliste, Gaetano Mosca. Il a tenu la chaire des droits constitutionnels pour 28 années à Turin et depuis à Rome, pour comprendre les raisons de la dynamique générale et les raisons particulières. Selon James Bryce, on peut en effet affirmer que le constitutionnaliste doit toujours être, s'il veut comprendre son sujet d'étude et le traiter de façon satisfaisante, aussi bien historien que juriste. Ces formules et l'institution juridique ne doivent pas appartenir à la sphère de la théorie abstracte, mais à un monde factuel concret. Je dirais même plus, le droit politique au public, constitué par de l'ensemble des règles qui construisent le système potestatif de l'État moderne à l'intérieur et au niveau des relations internationales, est le fruit des principes philosophiques et des rapports de force spécifiques qui découlent d'individus et de groupes concrètement situés. Dans cette dimension spécifique, j'ai l'impression que le continent européen risque d'être désormais un témoin gênant et un acteur marginal de la fin d'un cycle de plusieurs siècles qui a tout d'abord mené à la formation de l'État moderne, puis à sa transformation à travers le processus d'internationalisation et de mondialisation. Pour comprendre la situation historique et spirituelle actuelle et ses conséquences constitutionnelles, il faut se référer aux faits qui mènent à 4 situations de crise dans un monde dans lequel la vitesse du changement a augmenté de façon exponentielle.
Premier, le transfert du centre de gravité planétaire de l'axe de l'Atlantique vers celui du Pacifique. 2. Les difficultés de l'État social, le même où il est né, c'est-à-dire sur le continent européen. 3. La décadence de la démocratie représentative, surtout dans les zones d'intégration supranationale. 4. L'instabilité du projet d'intégration continentale sur le plan européen, dans lequel la légitimation et les droits s'articulent de façon différente. Pour comprendre simplement ce qu'il est passé, ce qu'il se passe, du point de vue du transfert de l'axe de gravité de l'Atlantique au Pacifique et les conséquences que cela comporte pour les systèmes traditionnels de démocratie constitutionnelle pluraliste caractérisés par la pratique procédurale de l'État national, il faut comprendre comment les processus de transformation économique et culturelle s'est produit et qui a produit l'institution historiquement appelée État moderne a été, au début, un phénomène essentiellement européen et a été caractérisé par un minimum de 5 phases. De l'aube du XVIe siècle, nous avons assisté au déplacement progressif de l'axe politique culturel européen de la Méditerranée à l'Atlantique, Brodel. Tout d'abord la partie sud, Espagne, Portugal, puis la partie nord, France, Grande-Bretagne et Pays-Bas. Avec la révolution industrielle, les premiers teuf britanniques se déroula à la moitié du XVIIIe siècle. On découvrit l'existence de l'axe euro-américain qui caractérisa la vie économique, vie sociale et institutionnelle de la planète au moins jusqu'aux années 70. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le centre de l'axe en question se situait encore en Europe. C'était le moment du constitutionnalisme européen libéral, sous la base institutionnelle de l'État national et des rapports qui caractérisaient ce que l'on appelait le Ius Publicum Europaeum. Après la Grande Guerre, le centre se déplaça aux États-Unis. Le siècle court de Hobsbawm, qui a été au contraire considéré longue du point de vue culturel par Paolo Grossi, notre président de la Cour constitutionnelle italienne, mais aussi un historien de Florence, un historien de droit, est caractérisé au-delà des premières idées d'une constitutionnalisation de droit international, tout d'abord par l'anarchie internationale qui favorisa l'avènement du léninisme en Russie, puis les régimes autoritaires et totalitaires en Italie et en Allemagne. Et après la Seconde Guerre mondiale, par le bipolarisme et par les phénomènes de décolonisation. Au cours des années 70, la phase de requalification des rapports de force commença. Selon la leçon d'Otto Hintze, le rapport de force influence de façon décisive les édifices institutionnels des différents systèmes et des zones dans lesquelles ils se trouvent. À cette période-là, la décolonisation arrivait à son terme. Le dollar connaissait la crise de 1971 avec la fin de sa convertibilité certifiée à Bretton Woods en 1944. Le pétrole devenait une ressource rare, lourde, et la Chine suivait à la fin des décennies des programmes de réforme différenciés en obtenant des résultats différents qui menèrent au développement chinois et à l'implosion soviétique. À partir des années 1990, avec la chute du socialisme soviétique et la formation d'un unipolarisme sans hégémonie américaine, l'axe s'est déplacé cette fois de l'Atlantique au Pacifique, tout d'abord avec un centre de gravité japonais et américain, et maintenant chinois et américain. Sur cette base, dans les 25 dernières années, des nouvelles failles et des nouveaux conflits sont apparus.
ils ont redessiné non seulement le profil géopolitique mondial, mais également les perspectives d'application des modèles apparemment consolidés des relations sociales et politiques internes au contexte des différents États. En synthèse, en juillet 2014, des signaux dynamiques soulignent comme les systèmes du BRICS ont décidé de créer une banque, le New Development Bank, et un fonds alternatif à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, ouvert aux autres pays émergents. Il s'agirait de notre pas vers la fin du système de Bretton Woods et vers l'affirmation d'un multipolarisme caractérisé par des sujets et des failles alternatifs par rapport aux sujets traditionnels du siècle dernier. Le rôle moteur de l'économie chinoise et ses capacités d'expansion se mêlent en ces débuts de siècle à la renaissance russe avec le poutinisme, à la déstabilisation de la région du Moyen-Orient et du Maghreb, aux nouveautés dans le subcontinent indien. Ces changements semblables influent sur les deux colonnes porteuses du modèle occidental, en particulier sur l'État social, sur la démocratie représentative et sur son attrait intérieur et extérieur sur les classes dirigeantes et les masses, surtout dans les zones plus fragiles du continent européen. J'examine en ce moment la crise de l'État social, depuis ceux de la démocratie représentative et je conclurai. Le même parapluie différencié de l'État social né en Europe et typique de ces dernières est, dans ce contexte spécifique, sans aucun doute le fruit de l'histoire. L'expression d'État social européen cache donc une multitude de facettes différentes de protection sociale. Outre les quatre types de modèles social-démocrates des pays scandinaves, libéral anglo-saxons, conservateurs, corporatistes des systèmes continentaux, méditerranéens, on trouve ceux de l'Europe de l'Est qui ont souffert au cours des 25 dernières années de la transformation gigantesque du passage du socialisme réel à l'économie capitaliste. Dessiner un modèle unitaire de la Charte des droits fondamentaux et dessiner un modèle unitaire sur la Charte des droits fondamentaux et sur les traités, version de Lisbonne, résulte donc difficile parce que l'État social ou d'assistance paie d'un côté les dérives de l'histoire, mais aussi la situation internationale et économique de chaque système. D'un autre côté, la dynamique des systèmes industriels avancés qui doivent réagir à l'immersion ou à la deuxième vague d'immersion rapide de nouveaux sujets internationaux dans les domaines économiques. Les parapluies que les sociétés industrielles traditionnelles ont produits ne sont pas adaptés aux nouvelles situations des sociétés post-industrielles, mais elles sont surtout défiées par le dynamisme de nouveaux sujets qui émergent sur la scène productive mondiale. Nous pourrons le résumer ainsi. Les politiques sociales qui caractérisent les États de l'Union n'existent pas encore au niveau européen, au-delà des affirmations sur la cohésion comme compétence concurrence, article 4,2, alinéa cohésion économique, sociale et territoriale, à l'article 14 et à l'article 174. La situation est angoissante parce que l'on ne se trouve pas uniquement face à la question du vieillissement de la population et à la nécessité de s'adapter à une société de services, mais également face à une transition d'un régime d'accumulation à l'échelle mondiale vers un autre.
Comme l'ont souligné aussi bien le rapport de la Banque mondiale que ceux du développement humain, les différents modèles sociaux en Europe sont actuellement défiés par des phénomènes de mondialisation et d'internationalisation qui ont vu l'augmentation des différences entre les pays vainqueurs et les pays perdants, l'augmentation des inégalités concernant l'indice de développement humain, la vitesse des contagions et l'accélération de tous les phénomènes socio-économiques. En synthèse, avec 7% de la population mondiale, 25% du PIB mondial et 50% des dépenses sociales mondiales, l'Union européenne n'aurait pas d'autre choix que de réaliser des profonds changements si elle veut rester compétitive. Dans une situation où l'on a besoin de réponses mondiales qui mettent fin aux déséquilibres commerciaux à la base de la crise internationale, il est indispensable de penser à assainir les finances publiques, garantir l'efficacité des services publics, renforcer les politiques environnementales, assurer la justice sociale, penser aux jeunes, aux femmes et aux personnes âgées en préfigurant une plus grande justice sociale. Dans cette perspective, du point de vue des valeurs, il serait nécessaire de donner plus de dignité au travail. La réalité mondiale est au contraire représentée par l'inexistence de couverture sociale pour plus de 3/4 des travailleurs dans le monde. La question n'est donc pas tant de savoir s'il est possible de trouver de nouveaux compromis avec lesquels redéfinir les objectifs de l'État social du XXIe siècle, mais plutôt c'est de vérifier d'un côté si l'on peut harmoniser la situation de ces dernières à l'intérieur de l'Union et en sauvegardant les noyaux durs de la couverture qui caractérise, pour les meilleurs ou pour les pires, les systèmes continentaux par rapport à ceux des sujets rampants de la mondialisation. De notre côté, il faut vérifier si les phénomènes de mondialisation et d'internationalisation nous permettront de faire un résistant jusqu'au que les contradictions des revendications des travailleurs des pays en voie de développement ne réduisent les différences du coût du travail. Un tel programme peut rentrer parmi les critiques envers l'impuissance déterministe de la gauche, comme le souligne Francis Fukuyama. Il faut également préfigurer la diminution quantitative et qualitative de la classe moyenne, considérée comme un soutien indispensable de la démocratie libérale dans le processus de transformation de la façon de produire des systèmes qui se sont développés en première même si dans d'autres zones géographiques, ces dernières ont un poids et un rôle en pleine croissance. Et je viens à la crise de la démocratie représentative. Si cela semble désormais le contexte stabilisé, il est nécessaire d'affronter maintenant le deuxième aspect du problème, c'est-à-dire le thème de la forme d'État démocratique, en essayant de privilégier les caractères communs aux démocraties formées il y a plus ou moins longtemps. À l'intérieur de ces dernières, il existe, à mon avis, au moins 6 tendances qui doivent être mises au premier plan et qui je souligne encore une fois ci-dessous. En premier lieu, la perte formelle de la centralité des institutions représentatives, collégiales, traditionnelles, ayant pour conséquence l'affirmation de la personnalisation du différent dans les sociétés de masse pour la conquête des positions démocratiques. En deuxième lieu,
on souligne une crise des représentativités du personnel politique parlementaire. Je lis toujours Le Monde et je sais que c'est un problème non seulement pour l'Italie, mais aussi pour la France. Aux causes de la complicité des sociétés civiles et politiques, de la transformation des fractures traditionnelles, de l'apparition de nouvelles demandes et de l'abstentionnisme électoral croissant. Troisièmement, si les parlementaires ont été dépassés sur la base du processus de démocratisation par les partis politiques, même ces dernières ont désormais perdu la capacité d'articuler, de réduire et de transmettre la demande politique en faveur des individus et des groupes. On remarque ainsi en requalification des fonctions de la représentation parlementaire. Dans les systèmes caractérisés par l'application de la théorie fonctionnelle de la représentation, avec la formation des pouvoirs exécutifs stables sur la base des partis et ou des leaders, on remarque souvent que le personnel politique parlementaire de la majorité s'est transformé en lobbyiste par leur rapport à son exécutif. D'un autre côté, la théorie du libre mandat sur laquelle s'appuie l'idéologie de la représentation politique comme le trait d'union entre le représentant et le représenté est vidée de sa substance par des normes électorales qui attribuent formellement la responsabilité de nommer des représentants dans les organes qui présentent les listes. Et en Italie, ce sont les secrétaires du parti par loi, encore par la loi du 2005, partiellement déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. Quatrièmement, les pouvoirs exécutifs occupent un rôle privilégié de représentation des questions venant de la société civile et de la collectionnement des intérêts. Ce sont donc les pouvoirs exécutifs qui représentent directement les corps électoraux et deviennent les points de référence des intérêts qui doivent être représentés, en exerçant la fonction principale de l'allocation autoritaire des ressources sur le plan national. Cinquièmement, d'autres sujets non légitimés par les consensus électoraux expriment en fonction des représentations et des contrepoids. On attribue à des organes techniques dotés des représentations institutionnelles une fonction d'expression d'exigences particulières de la société civile et de contrôle précédemment attribuées à des organes constitutionnels produits de la volonté populaire. Sixièmement, le vide relatif des compétences des institutions centrales de l'État provoqué par les processus de déconcentration vers le haut et vers le bas, multiplie les phénomènes cités plus tôt, en renforçant le rôle des pouvoirs exécutifs qui ont la possibilité de participer à des décisions de lesquelles sont de fait exclus les organes législatifs, malgré les récentes prévisions de coparticipation de Lisbonne. Il y a 4 enjeux. Dans ce cadre, on voit d'évidents dangers pour les systèmes qui se définissent comme démocrates. Ils se concentrent essentiellement en 4 points principaux. La diminution de l'incidence du plan national sans qu'il y ait une identification d'une alternative où les simples citoyens comme démos puissent exprimer de façon constante et active leur volonté élective et délibérative. 2. Le poids crématistique croissant en politique. L'activité dans le secteur de l'allocation autoritaire des ressources correspond de fait toujours plus au rapport de force. Cela provoque un manque de légitimation et des fondations idéales du système. 3. Le manque de participation avec la transformation des partis en de simples machines électorales à pouvoir.
4. L'influence des moyens de communication de masse de type individualiste avec Internet, avec pour conséquence que le processus de décision du démos est fortement influencé par ces derniers et déformé par une éventuelle concentration dans les mains d'opérateurs individuels ou collectifs. La sensation que la démocratie du public, en rappelant maintenant, se dirige vers la désorganisation des types post-démocratiques, augmente donc toujours plus. Derrière l'illusion d'un triomphe qui prenait racine grâce à la perte de l'ennemi, des analyses concernant des nouvelles fractures et des nouveaux conflits ont émergé au début des années 90 du siècle passé. À la moitié de la dernière décennie, j'ai déjà rappelé, l'ère Diamond avait confirmé le danger d'un rollback démocratique après la campagne irakienne et afghane, alors que le président Obama a dû reconnaître l'impossibilité d'une exportation aveugle de la démocratie. Dans le volume cité, qui célèbre les 25 ans du Journal of Democracy, Diamond souligne la nécessité d'affronter la récession démocratique. Le printemps arabe et la naissance des nouveaux conflits ont confirmé l'existence des conditions sociales et économiques qui favorisent l'instauration et la consolidation des systèmes démocratiques et la rhétorique vide des mutations sans base solide. Dans cette perspective, la conscience de l'importance des institutions centrales comme condition sine qua non pour le succès des processus de démocratisation à l'intérieur des espaces géopolitiques s'est développée d'une façon toujours importante. Mais si cet aspect est clair, la question qui inquiète le plus est la sensation que les changements décrits peuvent également influer sur la qualité même des démocraties apparemment consolidées. Dans cette perspective, nombreux sont les commentaires inquiets concernant un dérapage vers l'oligarchie ou vers la démagogie sur la base des tensions populistes. Face à la crise économique, il y a ceux qui étèrent le cauchemar des vagues autoritaires des années 30 des siècles derniers et ceux qui, au contraire, observent que les pulsions vers un renforcement toujours plus important des pouvoirs exécutifs et de la personnalisation de la politique se développent quand le système politico-parlementaire s'affaiblit. En réalité, la démocratie représentative est assaillie par les modèles plébiscitaires qui est présente, la France le sait bien, de la formation de l'État des masses dans le siècle XIX. Le coup d'État de 18 Brumaire de Napoléon, du Louis-Napoléon Bonaparte. Mais d'un côté, et par les modèles bureaucratiques basés sur le parti ou l'administratif des entreprises de l'autre. Les transformations technologiques ont changé la façon de faire politique, mais exception faite de la perspective de la démocratie libérale d'Orban ou de Kaczynski, le modèle plébiscitaire de Poutine, le modèle d'entreprise de Singapour et le modèle bureaucratique du parti chinois constituent trois alternatives qui sont de plus en plus attractives dans un environnement rendu plus instable et malléable par les difficultés économiques et la fragmentation sociale et la perte de légitimité de la classe dirigeante. L'attention portée aux difficultés en matière d'état social ou d'institutions politiques représentatives devrait mener à l'analyse du cas de l'Union européenne, mais c'est tard, qui a connu, dans les dernières quarts de siècle, des développements contradictoires, uniquement en apparence.
La construction européenne semblait en effet renforcée par la crise du socialisme réel, mais elle a en effet progressé uniquement par la force d'inertie. L'unification allemande et l'élargissement lié au phénomène de la mondialisation soulignent depuis longtemps les défauts d'une construction qui non seulement n'est ni chair ni poisson, je préfère le poisson, mais ce serait bien aussi la chair, mais qui n'est pas suffisamment fort pour résister aux attaques de la concurrence géopolitique. Toutes les observations faites de Giuseppe Guarino ou de Dieter Grimm pourraient être considérées comme étatiques, mais ce sont des éléments de réflexion sur les dangers qui nous menacent dans une société mondiale basée sur le modèle libéral et le capitalisme financier sauvage, sans de solides institutions sur lesquelles fonder la légitimation démocratique. Je conclus. La description que j'ai faite jusqu'au présent laisse peu place à l'optimisme. Elle est le fruit d'une analyse réaliste qui tient compte de la mondialisation, des phénomènes d'intégration supranationale, de la réduction de l'état social et des insuffisances du circuit de la représentation de la représentation et de l'urgence terroriste interne. Tout ceci dresse un tableau sombre et parsemé de difficultés. Bien sûr, la constitution d'un droit européen commun avec une interaction toujours plus intense entre les tribunaux à différents niveaux et un élément positif qui relève des contradictions, mais qui met également en évidence des garanties dynamiques. Cependant, il n'est fait aucun doute que rester au milieu du gué n'est plus durable, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue juridique. Après cette analyse, on remarque qu'il faudra effectuer un double effort vers le haut et vers le bas. Vers le haut pour reconnecter la décision et la représentation avec les démos au niveau européen et vers le bas pour stimuler au maximum la participation populaire. Dans cette perspective, la relance de l'Europe nous rappelle la leçon de Blunchy, Johann Caspar Blunchy, en 1867. Et puis, dans les 1872, qui invitait à suivre l'exemple des États-Unis en rappelant que Washington, dans les 1780, avait soutenu que Einfluss ist nicht Regierung, l'influence n'est pas gouvernement. Les sujets étaient sensibles en Allemagne, alors, après la constitution du Norddeutscher Bund dans les 1867, et le devint encore plus dans les 1872, à l'occasion de la deuxième édition de l'opuscule, car l'Empire allemand avait été proclamé à Versailles l'année précédente suite au conflit franco-prussien. Dans ses écrits, Blunchy, originaire de Zurich, mais profondément implanté en Allemagne, il avait en effet étudié à Berlin et il avait été professeur à München jusqu'à les premières années 60, soulignait les raisons pour lesquelles l'Assemblée constituante de Philadelphie avait fait un grand pas en transformant la Confédération des 13 États nord-américains en fédération. En substance, il concentrait ses raisons dans les problèmes de carence institutionnelle et dans la difficulté de gestion de la dette publique des États de la Confédération. Face à une situation institutionnelle typique du droit international public et à une des dettes très importantes qui étaient
en train de mener à des bouleversements sociaux dangereux pour l'ordre public, à exemple la Chase Rebellion, la seule influence du leadership de George Washington ne pouvait pas suffire. Le 31 octobre 1786, Washington répondit sèchement à ceux qui lui demandaient d'intervenir. C'était Lee. Influence is no government, pour souligner l'importance de l'édifice institutionnel par rapport à l'action personnelle. L'année suivante, afin de mettre un terme à la crise, les pères fondateurs américains se retrouvèrent à Philadelphie pour transformer la Confédération en fédération. L'objectif, je suis que c'est un rêve, mais je rêve. Les rêves sont importants. L'objectif d'un saut qualitatif sur le front des institutions européennes, par exemple l'institution d'un ministre du bilan européen et d'un pouvoir fédératif en matière de défense et politique étrangère, devrait donc s'unir à la conscience que le gouvernement élué doit être articulé avec un effort pour aller vers la participation de base, mais pas uniquement du point de vue électoral. C'est pour cette raison que les créations des pétitions, de l'initiative législative populaire, des référendums, de la démocratie des débats doivent augmenter afin de revitaliser la démocratie, et non seulement électorale, mais également participative à tout niveau. Vous êtes très gentil de m'écouter. Merci, monsieur. D'avoir fait partager cette réflexion sur la démocratie pluraliste. Vous avez vu qu'il s'alimente à de nombreuses sources doctrinales dont je ne maîtrise peut-être pas le quart, ce qui nous rend assez humble par rapport au savoir que vous avez et qui apporte à cette réflexion.